En tout cas, soyez tous la bienvenue. Au nom de Promamec, je vous souhaite à tous et notre partenaire Oxypharm tous la bienvenue dans ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires thématiques que nous avons mises en place pour pouvoir donner à tous nos partenaires au Maroc accès aux dernières pratiques dans ce qui se fait de mieux en termes de médical pour vous permettre de mieux soigner vos patients dans les meilleures conditions. Je dois effectivement merci. Je dois effectivement vous expliquer un petit peu le contexte. Et nous avons plusieurs pharmaciens et hygiénistes, techniciens d'hygiène ou médecins d'hygiène qui sont connectés et nous écoutent. Donc, cette conférence, elle est bien sûr enregistrée et on pourra vous faire part effectivement de son enregistrement après. Mais n'empêche, vous pouvez prendre des notes. Vous aurez l'occasion aussi de nous poser des questions. Vous avez un outil qui s'appelle le chat en bas à côté et dans lequel vous pouvez poser vos questions, idéalement à la fin. Nous aurons aussi 20 minutes à peu près. On va essayer de dégager 20 minutes à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, pour le contexte, pour vous expliquer le contexte, donc ce sujet, il fait partie d'un axe scientifique, la prévention contre les infections associées aux soins. Et comme on le sait, avec le Covid-19 et même sans le Covid-19, prévenir contre les infections nosocomiales qu'on traite en milieu hospitalier est, je dirais, un souci majeur pour tout le personnel soignant, quel que soit son grade ou sa position dans l'hôpital public ou privé. C'est un thème central que nous, Promamec, avons mis dans le cadre des travaux scientifiques que nous faisons avec notre division médicale qui est rattachée à ma direction marketing. Donc, nous travaillons énormément sur quelles sont les bonnes pratiques, identifier les bonnes pratiques et les mettre à votre disposition, qu'ils soient personnel paramédical, médecin ou utilisateur chirurgien ou pharmacien. Alors, dans ce sens-là, dans nos travaux scientifiques, nous avons, quand on traite les infections associées aux soins, nous avons construit un espèce d'outil stratégique qui s'appelle EDHP. C'est un outil, au fait, qui essaie de modéliser et de comprendre tous les facteurs, qu'ils soient d'ordre environnementaux, c'est le E, environnementaux, D qui sont liés au dispositif médical, H qui sont liés à l'hôte, qu'il soit un virus ou une bactérie, quelle que soit la bactérie, multirésistante, hautement résistante, et le P qui est le personnel soignant, qui est un vecteur de transmission effectivement de l'infection, ce qu'on appelle l'infection monoportée. Dans ce modèle que nous, à Promamec, nous avons mis en place et qu'on utilise dans nos travaux avec les cliniques ou avec les CHU quand cela est possible, et bien, ce séminaire-là s'inscrit dans ce cadre-là, et notamment pour la partie environnementale et la partie effectivement infection monoportée. Prochain slide, c'est Mohamed. Donc, pour ceux, la plupart d'entre vous qui sont connectés, vous connaissez certainement Promamec, mais un petit mot sur Promamec. Donc, nous sommes un partenaire de la santé. Nous travaillons avec tous les CHU et la plupart des cliniques privées au Maroc. Nous existons depuis 1981. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est que tout simplement, nous ne sommes pas simplement de vendeurs de dispositifs médicaux ou d'équipements ou de produits. Nous sommes au-delà, nous sommes un distributeur à forte valeur ajoutée. Nous essayons au travers de nos actions scientifiques et d'accompagnement, notamment de formation continue que nous faisons dans les différents CHU et les différentes cliniques, de vous apporter une vraie valeur ajoutée avec nos équipes de médecins et de paramédicales afin de vous permettre d'utiliser les dispositifs médicaux dans les meilleures conditions et pour pouvoir soigner vos patients en toute sécurité. Donc, c'est vraiment un des axes centraux que M. Lehlo, que la famille Lehlo ont mis en place pour vous dire, ne vendez pas des équipements, vendez de la valeur ajoutée, accompagnez les professionnels de santé pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans l'utilisation et pour qu'ils puissent mieux soigner les patients en toute sécurité. C'est vraiment quelque chose qui est notre mission centrale à Promamec, au-delà de distribuer tout équipement médical, qu'il soit consommable ou équipement médical. Et dans ce sens-là, donc nous avons le plaisir d'être en partenariat avec un ensemble de partenaires internationaux de premier plan. Ce jour, nous avons le représentant, le fondateur de Oxypharm, qui est un pharmacien réputé en France et qui a travaillé sur ce sujet, notamment de la désinfection, en mettant en place des solutions innovantes et compétitives pour pouvoir effectivement désinfecter par voie aérienne de la plus belle manière, je dirais, les environnements dans le milieu hospitalier. Donc, je laisse la parole à Dr Thierry pour se présenter Oxypharm, et ensuite, je vais vous poser
opposer aux deux intervenants. Donc, avant de passer la parole à Dr Thierry, je tiens aussi à présenter notre intervenant, c'est Mohamed Naji, qui est un professionnel de la santé qui a de très nombreuses années d'expérience dans les différents CHU et structures hospitalières au Maroc et qui est notre spécialiste des solutions de l'hygiène au sein de Promamec. Donc, il est là pour partager notre savoir-faire dans la prise en charge de ce type de solutions et également aussi le commercial qui est en charge d'Oxypharm chez nous à Promamec. Donc, sans tarder, je passe la main à Dr Thierry Rouleau pour se présenter et à tout de suite. Merci, bonjour à tous. En tout cas, c'est un grand plaisir de participer à ce webinaire avec vous et j'espère que ce sera un moment sympathique dans lequel nous pourrons partager beaucoup d'informations et que si on peut amener notre petit écho sur la désinfection, eh bien, ce sera un petit pas et je pense que ça pourra, en tous les cas, vu les conditions actuelles sanitaires que nous traversons sur la planète, peut-être un vrai mode de prévention et un vrai résultat, en tous les cas, au niveau de la désinfection. Alors, pour présenter Oxypharm, c'est une société familiale. En fait, on a créé Oxypharm en 2003. Oxypharm est dans un groupe qui intègre la société RL qui fabrique du matériel dentaire. Oxypharm a une croissance qui est assez importante. Cette société travaille aujourd'hui sur une centaine de pays. Elle est évidemment certifiée, bien sûr. C'est une fabrication française. Et aujourd'hui, nous avons Oxypharm et nous avons la société Sanivap qui fait aussi de la désinfection, du nettoyage et de la désinfection à la vapeur. C'est un complément, ça sert souvent de nettoyage avant d'utiliser les concepts fabriqués par Oxypharm. Alors, il est clair que quand on a démarré en 2003, et je fais une présentation un petit peu courte sur le démarrage, la désinfection des surfaces par voie aérienne existait déjà et elle existait à travers le formaldéhyde. Or, le formaldéhyde, en 2006, a été classé cancérogène. C'est pour ça que au départ, quand on a amené des infections à base de peroxyde, on était un petit peu écouté, mais comme ça. Et puis à partir de 2006, évidemment, il a fallu changer certains process hospitaliers, certains résultats hospitaliers, travailler avec des systèmes qui ne laissaient pas de résidus. Et c'est là qu'évidemment la croissance d'Oxypharm a été très, très importante. Bon, aujourd'hui, les situations sont un petit peu particulières, c'est vrai. Nous sommes retrouvés pour la première fois avec le Covid face à une pandémie planétaire, c'est-à-dire que tous les pays ont été touchés en même temps, quelle que soit la saison climatique sur la planète, ça n'était jamais arrivé. Et évidemment, la demande est parfaitement invraisemblable et nous pose aujourd'hui des problèmes effectivement de production parce que nous nous retrouvons avec des productions multipliées par 10. C'est tant mieux pour Oxypharm, mais c'est un beau challenge à gérer. Voilà. Super. Merci beaucoup, Dr Thierry, pour l'introduction. Alors, je démarre tout de suite avec les questions. On rentre dans le dur du sujet. De manière générale et de par votre retour d'expérience internationale, vous êtes présent dans 100 pays, on le voit dans le slide. Quelles sont les principales difficultés pour la prévention contre les infections associées aux soins que vous avez rencontrées? Alors d'abord, ça dépend des pays, parce qu'effectivement, on ne va pas retrouver dans les pays les mêmes situations. D'abord, il y a des problèmes géographiques, il y a des problèmes climatiques avec des affections qui sont différentes. Il y a des problèmes d'hommes qui sont importants parce que certains pays ont un personnel médical important, d'autres moins, d'autres du personnel médical qui a été déporté, enfin au moins porté dans les pays. Les locaux, les infrastructures ne sont pas les mêmes. Les systèmes de désinfection ou tout au moins les groupes de stérilisation ne sont pas les mêmes avant le bloc opératoire. C'est un réel problème et les process et les protocoles ne sont pas les mêmes. Donc, si on mélange tout ça, les hommes, les infrastructures, les process, les protocoles, puis les secteurs d'activité, parce qu'effectivement, quand je vais parler de secteur d'activité, je vais parler du monde médical, mais dans le monde médical, il y a les ambulances, il y a les blocs opératoires, il y a les salles de réa, il y a les salles d'admission, il y a la stérile, il y a
tout un monde, on peut même aller plus loin avec le dentaire, la podologie, pourquoi pas, et tout ce qui est attenant. Donc, tout cela va faire qu'il y a une randomisation des données et qui fait que les demandes vont être complètement différentes. Mais un bon concept en théorie doit s'appliquer de la même façon, quel que soit le personnel ou quelle que soit l'infrastructure. Et c'est ça qu'on cherche. Et en médecine, on a l'habitude de dire que on doit appliquer la médecine de Claude Bernard, c'est-à-dire on prend le plus grand échantillonnage de population, on prend un traitement, et si un traitement fonctionne sur le plus grand échantillonnage possible, on peut valider ce résultat. C'est vrai en pharmacie, on a ça sur un médicament, et aujourd'hui, ce qu'on s'est forcé de faire, c'est de trouver un concept qui fonctionne, quel que soit l'endroit, quels que soient les hommes, quels que soient les systèmes, que l'on travaille sous une tente ou que l'on travaille dans un bloc opératoire. Donc, les difficultés sont très différentes, mais ce qu'il faut, c'est essayer d'appliquer un process équivalent. Vous donnez de l'acide acétylsalicylique ou de l'acétylsalicylate de lysine en Europe, en Afrique, en Asie, le résultat sera censé être le même. Et c'est ce qu'on cherche à appliquer avec notre concept Nocotech. Excellent. Peut-être, docteur Thierry, avant de passer à la deuxième question avec Synergie, est-ce que vous pourriez faire une différence entre de donner des définitions succinctes pour planter le cadre sur la désinfection et stérilisation? Alors, pendant longtemps, on a fait un distinguo entre décontamination, qui n'existe plus aujourd'hui, désinfection et stérilisation. La décontamination, c'était quelque chose qu'on obtenait potentiellement par le nettoyage, c'est-à-dire une réduction par log 4 par 10 000 du nombre de germes qui étaient présents. La désinfection, c'était log 5, 100 000. Et la stérilisation, c'était 1 million. Encore fallait-il, au départ, partir d'une surface suffisamment propre pour que ce log 6, que l'on considère la stérilisation, soit effectif. C'est-à-dire descendre au moins à log 6, voire à log 5 de germes pour être sûr qu'en passant à l'autoclave ou au rayon gamma ou au trioxyméthylène si c'était le cas, ou au plasma et peroxyde d'hydrogène aujourd'hui, on puisse obtenir un résultat conséquent dont la définition était réduction de log 6 du nombre de germes présents. Alors ça, c'est une notion importante dans la réduction des germes. On ne peut prétendre à un résultat que si au départ, on a fait tout ce qu'il fallait en nettoyage. En laboratoire, on fait des tests en conditions de propreté ou en conditions de saleté. Souvent, vous verrez sur des étiquettes une norme, elle peut être par exemple pour les virus aujourd'hui, la 14476, peut être faite en conditions de propreté ou en conditions de saleté. C'est-à-dire que le produit utilisé demandera un protocole opératoire, mais il sera efficace peut-être aussi en conditions de saleté, c'est-à-dire avec 3 grammes d'albumine qui sera présent dans le test. Aujourd'hui, bon, il est clair que sur les résultats que l'on cherche à obtenir, on va toujours se retrouver dans des conditions qui vont être au moins la décontamination. C'est clair, c'est du 10 puissance 4, un simple nettoyage va permettre de l'obtenir. Avec de l'huile de coude, on l'obtient. Un savon, on l'obtient. Un tensioactif est quelque part nettoyant, donc désinfectant. Après la désinfection, on peut aussi l'obtenir en nettoyant avec un savon, mais il faut nettoyer beaucoup et longtemps. Et puis la stérilisation, en nettoyant beaucoup, et très longtemps avec un tensioactif, on pourrait stériliser. La question à se poser, c'est est-ce que ce protocole est répétitif uniquement en nettoyant à la main? Et la réponse est non. Donc, on utilise des appareils, des instruments qui vont remplacer l'huile de coude humaine et éventuellement le nettoyage pour compléter obligatoirement le nettoyage, mais pour obtenir le résultat que l'on veut. C'est pour ça qu'on utilise des autoclaves pour faire de la stérilisation, parce que c'est sûr et répétitif, après avoir nettoyé, je le précise. Et y a-t-il des spécificités pour les sondes de néphrologie, docteur? Le problème de tout ce qui est sonde et qui va être invasif, c'est qu'il faut
Alors, pour l'extérieur, évidemment, on peut avoir des accès beaucoup plus simples parce qu'on peut nettoyer l'extérieur. Dès qu'on va avoir à nettoyer, on a un cas des endoscopes qui est encore un cas un petit peu particulier parce que les lumières des endoscopes, aujourd'hui, pour vraiment obtenir une stérilisation, il faut les passer avec des nettoyages successifs sans les abîmer, avec des solutions préalcalines et aussi à la fin, on utilise de l'acide peracétique, des solutions diluées d'acide peracétique. C'est comme ça qu'on nettoie les lumières des endoscopes. Ce n'est pas facile, on ne peut pas les passer à l'autoclave de façon simple. Donc, chaque appareil, en fonction de son utilisation, de sa composition, va demander un système de stérilisation différent. On aura utilisé parfois la chimie, on utilisera parfois la température et la pression, comme avec les autoclaves, et parfois, on va essayer de se contenter du mieux possible à travers des protocoles. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Très bien, merci beaucoup, docteur. Sinaji, au Maroc, quelles sont les principales difficultés remontées par les pharmaciens et personnels de l'hygiène? Bonjour tout le monde. Donc, je reprends par la fin de M. Thierry, c'est que la gestion, l'hygiène hospitalière en général, constitue une priorité de la santé publique et que la gestion du risque de l'hygiène est proportionnelle aux moyens humains et moyens financiers dont dispose chaque pays ou chaque hôpital. Au Maroc, chaque hôpital ou chaque dispensaire. Donc, dans ces conditions-là, l'hygiène est vraiment, c'est-à-dire d'un site à un autre. Par exemple, si on prend un grand CHU, là où on peut trouver des médecins, des hygiénistes, un clin bien installé, donc on va avoir une hygiène un peu plus avancée et plus perfectionnée. Et si on passe dans un autre contexte, c'est-à-dire on passe au régional, on va trouver un peu que l'hygiène un peu il laisse à désirer. Mais les problèmes ils sont toujours les mêmes. Le problème, c'est d'avoir, c'est-à-dire c'est l'analyser geste contaminant. Mais l'analyse doit approfondir ce geste contaminant, il doit aller au fond et étudier quelles sont les conditions qui ont permis à ce geste d'être contaminant. Donc, ça rentre, c'est tout un processus qui va gérer une hygiène probable et une hygiène efficace, qui va nous montrer qu'il y a une lutte contre les infections associées aux soins. Donc, dans ce cas-là, les problèmes, il y a des problèmes facteurs, il y a le facteur humain, il y a le facteur dispositif et le facteur matériel. Donc, on est toujours dans les mêmes conditions que tout le monde. Donc, ce sont les vrais problèmes qu'on rencontre. Super. Et docteur Thierry, dans ce sens-là, les trois facteurs cités par c'est Mohamed Naji et le facteur humain, effectivement. Donc, que représentent les infections manuportées dans l'ensemble des infections associées aux soins? Alors aujourd'hui, je vais parler d'études statistiques que l'on connaît en France. Hein, c'est un peu plus simple pour moi et je pense que ça mérite d'être vérifié au Maroc et de voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, on a à peu près, on considère qu'1 million de personnes aujourd'hui sont confrontées à des problèmes de maladies nosocomiales par an en France. C'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est un chiffre important. On considère à peu près que ça va engendrer 7000 décès. Pour information, il y a 700 000 décès en France par an. Donc, 7000 décès par maladie nosocomiale, c'est 1%. Ce n'est pas rien. Ça reste beaucoup, surtout qu'on a quand même une prétention hospitalière qui est importante. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau du service public. Et il faut vraiment agir là-dessus parce que c'est un résultat qui demande à être amélioré. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, souvent quand je parle de maladies nosocomiales, j'essaye un petit peu de situer ce qu'est notre corps parce que c'est un peu compliqué de parler des maladies si on ne parle pas de ce qu'on est et où on trouve ce problème de transmission de bactéries. Il faut savoir qu'une maladie nosocomiale, toutes les personnes connectées le savent, c'est une maladie donc, qui est attrapée, enfin, tout au moins transmise
à un patient, à une personne, par une autre personne qui souvent est effectivement un personnel soignant ou peut-être une personne aussi lors d'une hospitalisation à domicile qui est une personne proche. Mais c'est transmis de cette façon-là. Donc, quand on fait l'étude des bactéries qui sont présentes sur la peau, hein, au niveau des poumons, les cheveux, les ongles, au niveau des intestins, on va avoir à peu près 100 milliards de bactéries sur notre corps. On a 10 milliards de cellules vivantes. C'est-à-dire que, je répète souvent, c'est un chiffre qui me marque, donc 90% de ce qui nous compose, ce n'est pas tout à fait nous à la naissance, quoi. Donc, on s'est composé avec des milliards de bactéries. On a besoin de ces bactéries. On a besoin parce que si on ne les a pas, ça ne va pas aller du tout. Si vous lavez trop fort dans une douche, bah, vous allez avoir des problèmes cutanés, vous allez faire des eczémas, vous allez faire des infections, des surinfections potentielles. Ces maladies, elles sont formidables. Ces bactéries elles sont formidables, elles nous aident, notamment au niveau intestinal. Je considère à juste titre que l'intestin est le cerveau du corps, ce qui est vrai. On a besoin de ces bactéries. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient au bon endroit. Et je reprends souvent comme exemple cette histoire quand je fais moi-même des cultures de laboratoire de staphylocoque doré. Je prends un bijou, une montre qui appartient à une personne qui est à côté de moi et on va trouver dans 100% des cas du staphylocoque doré. Il n'y a pas de problème, tout le monde en a. Tout le monde en a sur la peau et on les trouve sur les bijoux. Il vit très bien, le staphylocoque doré, c'est un germe aérobie, il trouve l'oxygène dans l'air, il fonctionne très bien, il nous aide. Par contre, ce staphylocoque, si pour une raison X, il va sous la peau, parce que vous avez une plaie sous la peau, il va dedans, vous suturez cette plaie, il va falloir qu'il trouve l'oxygène dans le sang et c'est comme ça que vous faites une infection et une gangrène gazeuse. Donc, chaque germe a sa place et le monde sera en ordre. C'est un petit peu ça, la philosophie de la maladie nosocomiale. Et la maladie nosocomiale, c'est la mauvaise voie d'accès. Et c'est comme ça que ça se développe. On le voit avec le Clostridium difficile, hein, germe fécal qui se transmet de soin à soin mal fait à un pansement sur un autre patient. On le voit avec les staphes. Et c'est vraiment la caractéristique de l'infection manuportée, trop importante aujourd'hui, et qui pose des problèmes qu'on pourrait arriver à résoudre plus facilement, notamment si les surfaces étaient beaucoup plus propres. Les dentistes ne sont pas exempts de ça, mais heureusement, la bouche est un milieu qui accepte une certaine sepsie. Et dans ces cas-là, on peut travailler, sauf en cas de chirurgie, bien sûr, ou pose d'implant, mais on peut travailler dans des conditions acceptables. Autrement, on a affaire à des gens immunodéprimés et leur immunité n'est pas suffisamment forte pour résister à l'action de beaucoup de sports. Et il faut faire vraiment très, très attention à tout ça. Voilà. Très bien. Et donc, toujours dans le même sens, docteur Thierry, je dirais, quelles sont les principales recommandations des organismes en charge de l'hygiène au milieu hospitalier? Les principaux organismes, c'est un peu le style OMS. Alors, l'OMS fait simple. C'est-à-dire que, quand j'y fais, ils ont raison, hein. C'est mon opinion. Travaillent sur la planète. Donc, il faut qu'ils appliquent un système qui est applicable partout avec des matières premières qui sont trouvables partout à tout moment. Or, l'OMS ne va pas trop finasser en disant il faut tel produit chimique, les problèmes d'accès, les problèmes de directive REACH, les problèmes d'approvisionnement. Donc, l'OMS dit prenez de l'eau de Javel. Alors, le problème avec l'eau de Javel, moi, quand j'ai commencé jeune pharmacien, on travaillait à l'hôpital avec 50 ppm d'eau de Javel pour désinfecter les salles. Aujourd'hui, dans certains services, on est rendu à 5000 ppm, 45 ans plus tard. Et on ne va pas dans le bon sens. Alors, c'est un très bon produit, c'est pas cher, c'est accessible partout, c'est très bien dans l'absolu, c'est très bien comme désinfectant et c'est assez bien comme antiseptique. Hein. On le voit dans la liqueur de Daquin, où on a de l'eau de Javel aussi avec du permanganate de potassium. On a de très bons résultats. Dans l'ensemble, des résultats assez uniformes avec un produit pas cher. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de dépôt. Il ne faut pas oublier qu'on a des acides qui se redéposent là partout où il y a eu de l'eau de Javel. Et évidemment, aujourd'hui, on se retrouve face à des problèmes de résistance de germes, même en utilisant de l'eau de Javel. Bon, l'OMS va recommander le nettoyage.
Et ça, ils ont tout à fait raison, parce qu'il n'existe rien et aucun procès de désinfection. S'il n'y a pas de nettoyage, on peut désinfecter que ce qui est propre. Donc, du nettoyage, du bon sens, d'utilisation de savons qui vont très très bien marcher, mais surtout faire du nettoyage en première intention. Et après, on pourra faire de la désinfection efficace. Donc, l'OMS va recommander effectivement le nettoyage et la désinfection à la main. C'est un problème, ils recommandent le nettoyage, donc on nettoie bien, ça va prendre 20 minutes dans leur protocole. Nettoie bien, c'est long, ça prend du temps de bien nettoyer. Et il faut nettoyer toutes les surfaces, ce qui n'est pas évident, puisqu'en bloc opératoire, quand on fait des tests, on s'aperçoit que quand le personnel d'entretien a travaillé sur 40% des surfaces, c'est le bout du monde. Au-delà d'un mètre 10, on trouve pas de surface nettoyée, quasiment pas, au plafond évidemment pas. Et dans beaucoup d'endroits, le dessous des tables, ce n'est pas fait. Donc, c'est très aléatoire le nettoyage. Quand on fait de la désinfection, il faut repasser après le nettoyage avec un produit de désinfection. C'est en 2 temps. C'est d'abord nettoyage et après désinfection. Donc, 2 fois le temps de 20 minutes à chaque fois pour nettoyer une pièce. Donc, c'est très long. Ça prend du temps, effectivement. C'est chronophage. Et puis, ça peut être cher à force d'utiliser. C'est cher en personnel, ça dépend où. C'est cher en temps passé par le personnel et c'est cher parfois en produits. Voilà. Donc, ce sont les recommandations de l'OMS. Et c'est les recommandations beaucoup pas seulement de l'OMS, mais de beaucoup de pays qui eux-mêmes, dans leur CLIN, leur CCLIN, dans tous les groupes de décision régionaux ou nationaux, prennent aussi ces décisions-là par simplicité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut amener d'autres solutions. C'est pour ça qu'on est là. Très bien. Et donc, c'est ce qui nous emmène à votre solution par rapport à cette problématique de désinfection, de nettoyage. Vous avez mis en place un procédé industriel innovant, le Nocotec. Est-ce que vous pouvez nous parler du Nocotec et comment ça fonctionne? Alors, c'est un vrai concept particulier développé en 2003 qui conceptuellement n'a pas changé. Quand on dépose des autorisations de mise sur le marché européen, on ne peut pas changer les formules comme ça en se levant le matin en disant tiens, ça va être mieux, je vais faire comme ça. Non, c'est fixé. Et quand on a des résultats sur des germes, on peut le quantifier réellement au cours du temps. On ne va pas changer un petit truc comme ça. On a quelque chose qui est donc fixé depuis 2003. Il donne d'excellents résultats. On travaille aussi bien dans l'agroalimentaire que l'industrie pharmaceutique, qu'évidemment le monde médical, c'est clair. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres applications qui peuvent être l'hôtellerie et des tas de gens qui cherchent à avoir des labels Clean and Safe et autres, ce qu'on trouve beaucoup pour redonner confiance parce qu'il y a un réel problème social. Et donc, on applique ce concept de Nocotec un petit peu partout. Ce concept est constitué par une machine qui s'appelle le Nocospray, qui est une turbine chauffante, ionisante, qui va pulvériser un air chauffé, ionisé très puissant. Et cette machine, l'air sort à peu près à 80 mètres par seconde. C'est vraiment un flux important. On peut imaginer un turbocompresseur de voiture qui va pulser un air torsadé en forme de cyclone, chauffant, ionisé, et qui va aspirer dans son côté cyclonique, qui va aspirer en fait un produit qui s'appelle le Nocolis, qui est un peroxyde d'hydrogène catalysé avec de l'argent et avec de l'alcool éthoxylé. Et ce peroxyde, quand il va entrer dans cette tornade produite par la machine, va se fragmenter et se transformer en gaz. Il faut savoir que le peroxyde d'hydrogène, c'est un produit extrêmement intéressant. Je pense, et ça c'est personnel, je pense que dans l'avenir, ça restera un des produits majeurs de désinfection. On peut le rendre liquide, on peut le rendre gazeux, on peut le rendre plasmatique, on peut lui donner plein de formes physiques. Et à partir de là, on peut lui donner des propriétés qui sont absolument invraisemblables. Et en plus, ce produit, il a un bon goût extrême, c'est de se décomposer en eau et en oxygène après utilisation. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas de résidus. Et comme il ne laisse pas de résidus, il ne créera pas de résistance de germes. Par contre, il a un petit problème, c'est que sous forme liquide, il est corrosif. Il va générer, le H2O2 va se décomposer en formant H2O plus O-. O-, c'est un oxyde très corrosif qui va demander qu'à se recombiner avec des métaux pour former des oxydes. Par contre, quand on transforme ce peroxyde et que de liquide, on le rend gazeux, on va obtenir des radicaux libres OH-, H2O2. H2O2 va donner 2OH-. Et là, l'intérêt de ces radicaux hydroxydes, ils restent
tout aussi désinfectant, mais il perd de la propriété de corrosion. L'électronégativité n'est plus la même par rapport aux options. Donc, il devient extrêmement intéressant. Il peut aller partout sur toutes les surfaces, que ce soit le plafond, le sol, les tiroirs, sous les plans de travail. Il est sur 100% des surfaces et en respectant bien les temps de contact, bien sûr, et les doses, on obtient un effet qui est vraiment ahurissant et qui aujourd'hui le place, à mon avis, avec ou sans Oxypharm, comme un des produits majeurs de la désinfection, aujourd'hui certes, mais dans les années qui vont venir. Voilà. Okay. Super. Et donc, Naji, tu peux nous décrire, s'il te plaît, la proposition de valeur de la solution, quels sont les avantages et les bénéfices? Les avantages et les bénéfices, c'est très simple. C'est un process qui est vraiment très facile à utiliser et qui a beaucoup d'avantages, qui rapporte beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices. C'est un appareil, c'est un petit appareil qui pèse environ de 6 kg et qui est vraiment très léger et qui fait qu'il désinfecte des locaux allant de 10 mètres cubes jusqu'à 1000 mètres cubes. Donc, la désinfection se fait en fonction du volume et en pourcentage de ce volume-là, c'est-à-dire que c'est une désinfection qui est non corrosive parce que le produit en lui-même, le peroxyde d'hydrogène, on utilisé sous cette forme de brouillard sec et microparticules, n'est pas corrosif et on peut l'utiliser dans n'importe quelle salle contenant du matériel informatique, du matériel de chirurgie, d'opératoire. Il y a des sialétiques, il y a des échographes, il y a des respirateurs, il y a des moniteurs. On peut l'utiliser sans aucune crainte. En plus de ça, c'est un produit qui est à 99%, il est biodégradable. Donc, en fin de désinfection, il ne reste rien. Et c'est un produit qui ne laisse pas de résidus, qui est non toxique. Et en plus de ça, c'est un produit qui est économique à 100%. Donc, l'utilisation de ce produit-là va entraîner une certaine économie, un certain gain dans le budget de fonctionnement d'un établissement sanitaire, d'un établissement hospitalier, et il va participer au progrès et au développement de ce centre hospitalier. Excellent. Donc, parlons concrètement justement, parce que ce produit, on l'a déjà utilisé Oui. Plusieurs de nos clients aujourd'hui. Donc, on aimerait bien concrètement voir comment ça se passe. Donc, si on prend l'exemple justement, parce qu'une question est posée sur les sondes d'hémodialyse, bah tiens, prenons l'étude de cas de l'hémodialyse, vu qu'un de nos collègues a posé la question, qui est néphrologue. Est-ce que tu peux nous donner le retour d'expérience sur l'utilisation de ce produit pour un sonde d'hémodialyse? Et ensuite, on peut prendre un CHU comme un deuxième exemple. Oui, très bien. Donc, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de risques infectieux. Et il y a 5 types d'erreurs qu'il ne faut pas faire qui entraînent une infection. Il y a une hygiène des mains qui est inefficace, ça c'est un geste à ne pas faire, une désinfection insuffisante, une asepsie insuffisante, une stérilisation inefficace et une antibiothérapie aveugle. Donc parmi ces 5 causes, il y a la désinfection insuffisante et absente parfois dans des centres. Au niveau d'un centre de dialyse, de néphrologie, il y a un certain nombre de générateurs de dialyse. Il y a des certain nombre de patients qui passent par ces centres. Donc, il y a toujours une petite infection quelque part qui se balade. Donc, il faut protéger le patient, il faut protéger l'utilisateur, il faut une désinfection avec ce produit. Avec ce produit-là, on désinfecte en séance, on désinfecte les locaux, il n'y a aucun risque pour les générateurs, il n'y a aucun risque pour le matériel. Et d'ailleurs, les générateurs, ils sont désinfectés. Il y a une désinfection de l'intérieur par un système selon le générateur utilisé et de l'extérieur, ils sont désinfectés au moment de la pulvérisation de peroxyde d'hydrogène qui va entraîner une désinfection, une stérilisation de la surface des appareils et de toutes les surfaces utilisées dans les locaux de dialyse en néphrologie. Très bien. En moyenne, selon l'expérience Synergie, ça prend combien de temps pour désinfecter un centre d'hémodialyse? Pour désinfecter, parce que le temps de désinfection, il est proportionnel au volume de la salle. En moyenne, par exemple. En moyenne.
On parle Donc, ça dépend du volume de la salle. Donc, le temps de désinfection, il est partagé en deux. Il y a un temps de diffusion et un temps d'action. Le temps de diffusion, c'est le temps pendant lequel l'appareil est mis en marche et va diffuser le produit. Ça, c'est le temps de diffusion. Après, ce temps de diffusion, il est proportionnel au volume. Après ce temps de diffusion, il y a un temps de ce qu'on appelle le temps de contact. Il faut laisser le peroxyde d'hydrogène agir pour qu'on ait une action de désinfection adéquate. Donc, ce temps, il est de 60 minutes. Et en plus de ça, comme disait M. Thierry tout à l'heure, on ne désinfecte pas des locaux, on désinfecte toujours des locaux propres. On fait une désinfection après avoir nettoyé et après avoir fait un nettoyage. Donc, le temps d'action, il est de 60 minutes et la désinfection doit se faire obligatoirement en dehors de présence humaine. Parfait, excellent. Et par exemple, on avait cité d'autres exemples pour le CHU, notamment la problématique qu'on rencontre, c'est que parfois un certain nombre de services disent ben, moi, je ne peux pas vous laisser la salle se désinfecter, ça prend beaucoup trop de temps. Est-ce qu'on a une solution à leur proposer pour leur permettre justement d'utiliser, de désinfecter pendant les 60 minutes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Ben, effectivement, c'est un problème qui se pose effectivement surtout dans les services de réanimation et les services chauds, là où on ne peut pas attendre vraiment 60 minutes pour que le temps du peroxyde d'hydrogène. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'il va y avoir une urgence ou quelque chose, donc ils doivent récupérer la salle. Pour les salles de réanimation, ce sont des blocs où il y a des lits, donc ce qu'on doit faire, c'est cloisonner les grandes salles et utiliser les 2 tiers pour les malades, un tiers restant pour le désinfecter. Et en plus, on va déplacer les malades dans le tiers désinfecté et on fait ça au tour de rôle pour avoir une bonne désinfection. Excellent, ça c'est une bonne nouvelle parce que justement, on n'a jamais pensé mettre, quand vous dites un tiers, c'est-à-dire qu'on doit isoler avec des rideaux Oui, éventuellement. on a des rideaux avec des bâches, avec du velcro sur le plafond et sur le bas. Il y a des solutions à ça. Excellent, parfait, parce que justement, ça fait partie des choses qu'on nous pose comme question. Ben, qu'est-ce qui Oui. se passe? Je ne peux pas isoler le lit, notamment dans les box de réanimation. On a plusieurs box, un derrière l'autre. Donc, effectivement, la possibilité de faire un bâche du plafond jusqu'en bas permet Oui, de exactement. isoler les box et donc pouvoir appliquer tranquillement Tranquillement notre peroxyde d'hydrogène, Parfait. exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle, une bonne Oui, solution, effectivement, qu'on oui. communiquera à nos clients. Merci Synergie. Et par Je vous en rapport prie. aux dernières recommandations, donc peut-être on va terminer avant d'ouvrir maintenant aux questions-réponses, parce qu'on est à court de temps. Donc Thierry, docteur Thierry, quelles sont les bonnes pratiques si on doit mieux utiliser la solution d'Oxypharm? Quelles sont vos principales recommandations pour un meilleur usage? Déjà, je voudrais juste revenir sur la réanimation, c'est-à-dire que pour avoir un bon usage, il faut aussi avoir des solutions de volume adapté. C'est vrai que quand Mohamed parle de réanimation, c'est un problème chaud parce qu'en réa, si on ne peut pas faire de désinfection des surfaces par voie aérienne, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gros problème est là, c'est que les solutions ne sont pas légion. On a des patients qui arrivent en permanence, qui sont à poste, qu'on ne peut pas transférer forcément facilement ou déplacer facilement. Et là, on est souvent dans des problèmes limites. J'ai passé durant ces 3 derniers mois beaucoup de temps dans les services de réanimation. C'est compliqué. Donc, partout, on ne peut pas intervenir d'une façon sûre et avec une efficacité à 100%. On se trouve face à des problèmes. Et la réa, on fait partie. C'est pour ça que disait Mohamed, en cloisonnant, on arrive à diviser les pièces, à transférer les patients, on arrive à faire quelque chose. Donc, pour avoir des bonnes pratiques, faut aller au bout du système. C'est-à-dire qu'il faut prendre la bonne dose, il faut avoir le temps de contact qui soit adéquat. Il faut avoir fait évidemment un nettoyage avant pour avoir un nombre de germes qui soit suffisamment bas par le nettoyage. Nettoyer ce que l'on voit pour pouvoir prétendre désinfecter ce qu'on ne voit pas.
c'est vraiment le principe de base, c'est la bonne pratique. Donc, calculer bien les volumes, appliquer les bonnes doses, appliquer les bons temps de contact. Et on s'est aperçu d'une chose qui était vraiment importante dans ce système, c'est que la répétitivité de la désinfection créait l'efficacité du concept. Et on s'aperçoit qu'avec des très faibles doses de produits, même 1 millilitre par mètre cube, et appliqué de façon importante, Mohamed va en parler, appliqué de façon quotidienne, on obtient un résultat parfait bien mieux qu'avec des grandes doses. Il va en parler, je sais, mais c'est vraiment un des secrets que depuis 20 ans, on avait mis, je dirais, en avant et qu'on avait découvert. Et depuis 20 ans, on s'aperçoit que ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, je prends un exemple en cabinet dentaire où on peut mettre la machine en marche le soir, par exemple entre midi et 2 et le soir à des très faibles doses. Le temps d'action va être le temps puisqu'on laisse la machine pendant la nuit. Et le lendemain, on retrouve des surfaces stériles. On retrouve des équipements stériles et avec des très faibles doses. Mais c'est la répétitivité qui fera le succès. Je laisse Mohamed continuer peut-être. Oui, effectivement, l'utilisation du produit elle est très économique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, l'utilisation c'est 1 millilitre par mètre cube et une désinfection bien régulière et quotidienne d'un local va entraîner une désinfection, une stérilité permanente au cours de tout le temps, de toute la durée de la désinfection et de tous les jours, une stérilisation stable et désinfection stable des locaux. Donc, on va avoir un bon résultat et on va avoir un taux de bactéries qui est vraiment très, 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 très bas et qui est inoffensif. Parce que les patients, ils sont infectés par la charge bactérienne ou la charge virale. Donc, cette charge, elle est vraiment éliminée. Il n'y a pas de charge. Donc, il y a soit qu'on utilise un traitement préventif ou on utilise un traitement curatif. Le préventif, on va utiliser 1 millilitre par mètre cube. Le curatif, c'est-à-dire que le curatif, on va l'utiliser, c'est une fois par semaine. On va l'utiliser quand on a un foyer infectieux. Ce volume-là, c'est-à-dire que la quantité, la concentration du produit, elle doit être plus que 1 millilitre par mètre cube. Il peut atteindre jusqu'à 5-6 millilitres par mètre cube. Et cela, sur l'appareil, on doit soit doubler, soit tripler, soit quadrupler le volume de la salle pour avoir une efficacité de rendement. Est-ce que tu peux voir… C'est ça, monsieur Thierry? Oui, c'est exact. C'est-à-dire ce qu'on peut voir sur un graphe différent. À faible dose, on obtient de façon linéaire une désinfection. Et oui. Alternée, c'est-à-dire si on fait une désinfection tous les… Oui. Ici, si on fait une désinfection de temps en temps, eh ben, on va fonctionner en dents de scie. Et Exactement. Quand on regarde les points rouges, ben, on n'aura que quelques points où on sera sûr d'avoir un niveau de désinfection très bas. Et ça, c'est ponctuel. C'est comme écrire, c'est comme une ligne pointillée sur la route et une ligne jaune continue. C'est la même différence. Bon. Et là, on obtient des résultats qui sont aléatoires. Aléatoire, exactement. Et en fait, la désinfection ne doit pas être aléatoire, ou tout au moins le moins possible. L'homme en lui-même crée des désinfections aléatoires. Ce n'est pas la peine de rajouter avec des concepts utilisés de temps en temps, donc des process qui vont être utilisés de temps en temps, je dirais un paramètre aléatoire qui n'est pas nécessaire, surtout dans le monde médical. Bon, ça c'est mon idée parce que c'est ma conviction. Parce que quand on fait le ratio de prix à 5 millilitres par mètre cube une fois tous les 5 jours ou 1 millilitre tous les jours, si on a la possibilité de le faire, encore une fois, ce n'est pas toujours possible partout. Le prix reste le même, mais l'efficacité n'a rien à voir. Exactement, exactement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une désinfection régulière et quotidienne. Par exemple, au bloc opératoire, on désinfecte toujours en fin de programme. Dans les salles de dialyse, on désinfecte en fin de programme. Chez les dentistes, chez n'importe où, on désinfecte en fin de programme. C'est un peu comme si je vous demandais de vous laver les mains une fois par semaine ou tous les jours.
voyez, c'est un peu le même principe. C'est Oui, bien, exactement. Oui, son propre une fois par effectivement. semaine, c'est peut-être pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui. C'est la même idée, Oui. surtout aujourd'hui avec les gestes barrières. Ben oui. Donc, il faut toujours désinfecter régulièrement. Et même les recommandations nécessaires, c'est que, par exemple, dans un bloc opératoire, entre deux malades, quand on a un malade à risque, on désinfecte entre deux malades. Clairement, clairement, il faut le faire. Ça, Ouais, Clairement. Surtout dans les qu'aujourd'hui, meilleurs. C'est avec le Covid, pratique. c'est facile, hein. Encore une fois, un coronavirus, c'est tellement facile de détruire un coronavirus qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. C'est vraiment la Oui, prévention. exactement. Absolument. Avec le contexte actuel, donc on a vraiment besoin. Ah oui, là, où je rebats. C'est pour ça que la situation Alors, juste, est ce qu'elle est, hein. C'est pas, si on a préconisé le nettoyage des mains avec des tensioactifs, parce qu'effectivement, tous les tensioactifs, qu'ils soient non ioniques, amphotères, cationiques ou anioniques, sont actifs sur les coronavirus. Et l'alcool aussi, beaucoup de produits, énormément de produits, presque tout est actif à partir du moment où on fait quelque chose. Ça marche très bien. Et là, avec le peroxyde, on a un produit totalement adapté au coronavirus. Ouais. parfait. Et d'ailleurs, sur la planche que je viens là, on voit que les prélèvements faits avant la désinfection et les prélèvements faits après la désinfection, il y a une grande différence, une prolifération au niveau des plaques, des boîtes de pétri, une prolifération bactérienne sur les faites avant la désinfection avec le Nocotec. Et en bas, on voit que les boîtes de pétri, il n'y a pas de prolifération bactérienne, donc l'efficacité, elle est évidente. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut faire cette expérimentation, hein, Exactement, en prenant des boîtes de pétri qui sont des gélos agar-agar enrichis en fétine soja. Tout le monde peut faire la même expérimentation. exactement. Excellent. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Maintenant, on va attaquer les questions. On a plusieurs questions pour vous. Je vais commencer par, puisqu'on parle de COVID-19. Il y a une question en fait par rapport à la désinfection dans la période Covid. Alors, il y a un client qui utilise, un professionnel de la santé qui utilise le Nocolyse pour la désinfection du local après passage des patients Covid. C'est-à-dire après le passage des patients Covid, il utilise le Nocolyse au niveau de la radiologie, sans de radiologie. Le fait d'utiliser une désinfection curative régulièrement n'expose-t-il pas à une accumulation de nitrate d'argent? Non, Non, pas du tout. je laisse pas mettre à compte, c'est 17 ppm. Alors, Oui. on va mettre, allez, 17 ppm, c'est 17 parties par million. Je reprends encore une fois souvent un exemple qui permet de mieux visualiser l'effet au bout d'un certain temps. Si vous traitez une pièce tous les jours, une pièce de 50 mètres cubes tous les jours pendant 100 ans, vous aurez en dépôt d'argent l'équivalent d'une pièce de 1 euro. Mais ça, c'est un dépôt virtuel parce qu'on a du nettoyage, de la désinfection, on va brosser les surfaces. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 100 ans, il resterait peut-être l'équivalent d'une pièce de 1 centime d'euro, c'est-à-dire rien. Et en tous les cas, si l'argent était toxique, ça se saurait. On a besoin de cet argent pour catalyser la solution, mais ce n'est pas un produit toxique, sinon on n'aurait pas fait des amalgames dentaires à base d'argent, on n'aurait pas fait des bijoux en argent, on ne ferait pas des couverts en argent, et à aucun moment l'argent n'a été considéré comme source de problème, comme d'autres métaux l'ont été, le plomb ou d'autres, hein, mais l'argent, ce n'est pas un souci. Excellent. Si on revient sur, je me place à la place d'un hygiéniste qui vient d'être recruté dans un centre d'hémodialyse et on lui demande de gérer, au fait, clé en main, la désinfection et la stérilisation de tous les dispositifs médicaux dans son centre. Si on doit lui donner des recommandations sur par quoi il commence et quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce que vous recommandez, docteur Thierry? Ce sera toujours pareil, on recommencera toujours par le nettoyage, hein, ça c'est absolument essentiel. Il faut savoir que plus on a de bactéries et plus on a de protéines, et plus on a de protéines, plus on va interférer sur l'efficacité des désinfectants. C'est vrai pour notre concept, c'est vrai pour tous les désinfectants.
aucun n'échappe à ce concept. Donc, pas de protéines, pas de bactéries, donc un nettoyage qui soit le plus méticuleux possible. Et à partir de là, on pourra gagner du temps, gagner de l'efficacité en appliquant un procédé comme le concept Nocotec, en absence de personnes, hein, bien sûr, puisque on ne doit pas être présent lors du traitement, mais on aura quelque chose d'homogène. Et on ne peut pas prétendre à faire de la désinfection si on n'a pas d'homogénéité de résultat. Et ça, c'est un des vrais secrets du concept. Très bien. Et je dirais, pour la désinfection des dispositifs de santé, donc on parle désinfection d'un mètre cube d'une surface. La surface, bien sûr, il y a un certain nombre d'équipements, qu'ils soient actifs ou passifs, fixes, mobiles. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. On va désinfecter après avoir nettoyé toute la surface, mais pour les DM, les dispositifs de santé, ils suivront le process de stérilisation, quoi, avec les 5 étapes de stérilisation. Il ne faut pas essayer à mon sens, il faut être toujours juste dans les protocoles. C'est-à-dire si au niveau de l'hôpital, on décide de faire à certains endroits une stérilisation, on fait une stérilisation. On applique les protocoles qui sont en place. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de trous dans les process de désinfection. On le voit. Il y a la rotation humaine qui apporte des germes. Donc, à partir de ce moment-là, il faut appliquer des concepts qui, à chaque fois, font des espèces de reset bactériologiques, des remises à zéro. C'est ce qu'on a cherché à faire. C'est extrêmement important d'être à peu près sûr du résultat en permanence quand on passe quelque chose. Je prends toujours l'exemple des produits de désinfection. On demande souvent, est-ce que tous les produits de désinfection sont actifs sur des bactéries, sur des fongiques, sur des bactériophages, sur des virus, sur des spores. Ça va dépendre du process d'utilisation. Je prends un produit de désinfection classique. Il y a une étiquette, il y a un temps de contact à respecter. Qui aujourd'hui respecte le temps de contact quand vous pulvérisez un produit sous spray sur une surface? Peu de gens, parce le temps manque. Alors en réa, j'en parle même pas. Et pourtant, ce serait bien l'endroit où il faudra respecter les temps de contact. Pour respecter les normes, parce que ce sont les normes qui donnent la confiance à l'utilisateur. C'est là-dessus que l'utilisateur doit s'appliquer sur les normes. Or, les normes, c'est le temps de contact. Et c'est l'essuyage du produit utilisé pour ne pas laisser de résidus, pour ne pas qu'il y ait de résistance de germes. Là, je voyais une question posée, est-ce que tous les désinfectants sont actifs sur les virus? Alors, sur le coronavirus, oui, c'est un virus extrêmement sensible. Encore une fois, quand j'étais jeune interne à Necker, on cherchait les coronavirus en néonat. Aujourd'hui, on ne les cherche même plus. Enfin, il y a 5 mois, on ne les cherchait même plus. Et puis, est arrivé le Covid. Donc, c'est-à-dire, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours effectivement se remettre en question. Tous les produits de désinfection sont quasiment efficaces sur le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, mais pas sur les autres virus. Si vous prenez poliovirus, adénovirus, norovirus, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire attention à la sélection des produits utilisés, au process utilisé. Et pouvons-nous diluer les produits désinfectants avec l'eau du robinet et à quelle concentration? Est-ce qu'on peut utiliser... Je n'ai pas compris la question, Mounir. C'est dans la même question, en fait. Vous avez répondu à la première partie. Il y a une deuxième partie, en fait. Pouvons-nous utiliser de l'eau du robinet, c'est ça, dans les produits de désinfection? Ils sont faits pour, bien sûr, normalement, ils sont faits pour ça. Parce que dans beaucoup de produits de désinfection, on ajoute de l'acide éthylène diamine tétracétique. Et l'acide éthylène diamine tétracétique va chélater le calcaire qui est présent dans l'eau pour former un DDTA de calcium soluble dans l'eau. Il faut savoir que normalement, tous les sels minéraux contenus dans l'eau du robinet réduisent l'efficacité des produits de désinfection. Quand vous avez un produit en spray pré-préparé, comme nous avec le Nocolyse, on utilise de l'eau quasi distillée à 0,1 microsiemens, qui a une conductivité très basse. Mais il y a des produits concentrés qui sont à diluer. Et dans ces cas-là, oui, vous pouvez utiliser l'eau du robinet parce que la formulation est faite pour ça. Et est-ce que vous avez une idée sur le degré de concentration, le pourcentage? Pour un désinfectant, ça va dépendre. Pour un désinfectant que vous diluez, c'est ça? Justement.
Non, non, le produit, pardon, le produit Nocolyse, il est prêt à l'emploi. Il n'a pas besoin d'être délié. Il est à une concentration de 6%. Quand il y a d'autres produits qui sont utilisés, c'est le Nocospray One Shot qui est à 12% ou le Noco, le Food. Donc, Très bien, c'est un produit prêt à l'emploi. Le parfait. Mais pour Nocolyse, c'est un produit prêt à l'emploi. très bien, très bien. Et en fait, mais la question, effectivement, donc pour le cas d'Oxyfarm, c'est parfait, il n'y a pas besoin de le diluer. Mais pour les autres produits désinfectants, il faut connaître, il faut les produits par C'est le ça, fabricant qui donne ses concentration déclarations et et ça, en Oui. général, il consomme une formule adaptée. excellent, excellent. Un D'autres peu, questions? un plus pour les normes. Donc, ce produit-là, il respecte la norme, la 72-280, est une norme française qui va passer très prochainement européenne et qui 62, reste tu peux répéter? 72-281. C'est la norme, 72, ah oui, 281. 281. C'est une norme française qui va passer européenne. Et cette norme, c'est-à-dire ce produit, il a une certaine bactérie, il respecte la bactéricidie, la virucidie, la fongicidie, la sporicidie et la myobactéricidie. Très bien. Ok, parfait. D'autres questions, chers collègues? Alors, comment puis-je vérifier si mon produit est toujours désinfectant? Y a-t-il une date de péremption? Oui, il y a Bien une sûr. mention d'abord sur l'étiquette et il faut bien considérer un produit ouvert, déjà ouvert, ou un produit fermé. C'est-à-dire que la date de péremption d'une bouteille, par exemple, de Nocolis fermée, c'est 2 ans. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, Si vous l'ouvrez, en fonction des autorisations de mise sur le marché, normalement, c'est donné pour 2 mois. C'est-à-dire que vous ouvrez à 1 litre, ben, vous devez le consommer dans les 2 mois, ce qui ne pose jamais de problème. Je n'ai pas vu aujourd'hui une seule demande en 20 ans, en 17 ans, tout le monde, de quelqu'un me disant, je n'ai pas consommé le litre, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est jamais arrivé. Bon, ça arrivera peut-être. Oui, parfait. Si Mohamed, tu peux revenir Oui, sur la première page, la dernière, la première, en fait, juste pour qu'on puisse s'afficher, pour ceux qui sont. Parce que parfois, il arrive que des personnes se déconnectent et reviennent. Voilà, première page, très bien, comme ça, on est sur la première. Voilà, parfait. Est-ce que d'autres questions, chers collègues? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, nous allons vous transmettre de toute façon l'enregistrement de cette séance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à se rapprocher de c'est Mohamed Naji. Vous aurez ses coordonnées dans le mail qui va vous être adressé avec l'enregistrement. Donc, en tout cas, je tiens beaucoup à remercier notre partenaire, Dr Thierry Rollo, représentant d'Oxyfarm, d'être parmi nous aujourd'hui, de s'y être prêté à l'exercice depuis sa préparation avec la question-réponse. Et aussi à C. Mohamed Naji, notre spécialiste de l'hygiène à Promamec, pour s'y être prêté à cet exercice. En tout cas, merci beaucoup, c'était très riche. Moi-même, qui n'est pas excellent dans l'hygiène, j'ai appris beaucoup de choses, hein, donc au travers un certain nombre de visualisations que je garderai quelque part, mais en tout cas, c'était très utile pour ma propre, je dirais, pour ma propre culture générale. Et j'espère et je pense que tous ceux qui ont assisté auront effectivement eu le retour escompté. Donc, n'hésitez pas à se rapprocher de l'équipe Promamec, notamment c'est Mohamed Najib, pour toute question, pour étudier votre cas au cas par cas. Et sachez qu'avec notre partenaire, nous travaillons sur les différents scénarios pour vous permettre, en fonction de votre contrainte, en fonction des moyens humains dont vous disposez, d'avoir accès à une solution qui répond à vos contraintes pour pouvoir désinfecter dans les meilleures conditions et permettre à tous vos professionnels de santé d'exercer dans les meilleures conditions et en toute sécurité, tant pour vous, professionnels de santé, que pour les patients que vous prenez en charge. Voilà, donc et je tiens aussi à remercier tous les professionnels de santé qui se sont connectés et les autres pour l'excellent travail que vous avez fait pour la prise en charge des patients Covid-19 au Maroc. Donc, nous avons vécu 3 mois qui étaient extrêmement durs, et notamment pour vous qui étiez en première ligne dans la prise en charge. Beaucoup ont souffert et franchement, bravo. Merci énormément
pour tout ce que vous avez fait pour votre pays et pour vos patients. Et ça a permis justement cette période Covid-19 vraiment pour nous, professionnels de santé, que le peuple marocain voit l'intérêt, voit l'engagement de tous ces professionnels de santé dans les moments difficiles. Et le Covid-19 a vraiment montré cela. En tout cas, bravo. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour vos patients et pour votre pays. Donc, sans tarder, je vais effectivement terminer par remercier Dr Thierry et c'est Mohamed pour cet excellent échange. Et je vous dis à tous à bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Merci. Au Dr Thierry. Merci. Merci à tous.